Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le temps du vendredi du rapport sur l'emploi avec l'économiste le plus travaillant du Canada, Éric Lasselle. Éric, je suis à Kamloops aujourd'hui. Vous êtes déjà allé à Kamloops, non? Je suis allé à Kamloops, oui. J'ai dû y faire au moins une présentation professionnelle au fil des années et j'y suis allé aussi pour le plaisir. En tout cas, vous avez beaucoup de fans ici à Kamloops. Alors, nous allons enfiler nos chemises à carreaux, des bûcherons urbains, là, voilà ce que nous sommes. Je vais peut-être aller couper du bois à l'occasion de ce grand rapport. Il y a plus de gens qui travaillent, ils travaillent aussi fort que vous et moi, mais vous avez ce petit avantage en tant que l'économiste qui travaille le plus fort. Très bien, je garde ce petit avantage. Oui, ce petit avantage, peut-être pas en tant que bûcheron, mais en tant qu'économiste. Mais l'essentiel, c'est la création d'emplois. Nous allons en parler. Nous voulions plus d'emplois et c'est ce que nous avons eu. Oui, c'est ça. Le Canada et les États-Unis ont tous deux créé plus d'emplois, ce qui est l'hypothèse par défaut. Les économies sont généralement en croissance et les populations augmentent aussi. Il n'y a donc pas de surprise, mais la création d'emplois demeure supérieure au consensus. Voilà peut-être la principale conclusion à tirer. Aux États-Unis, 227 000 nouveaux emplois ont été créés. Ce chiffre est légèrement supérieur au consensus. Pas un choc total, mais supérieur au consensus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une inversion de la distorsion due à la pandémie, pardon, à l'ouragan. Je me trompe de distorsion, Dave. Les données sur la distorsion des ouragans datent d'octobre. Les chiffres étaient très faibles alors. Il y avait eu 12 000 créations d'emplois, rien à voir avec la tendance normale. Ce chiffre a d'ailleurs été revu à la hausse à 36 000, mais il reste faible. À l'époque, bien sûr, les gens étaient incapables de se rendre au bureau. Nous pensions que le mois de novembre serait fort et il a été jusqu'à 127 000, Dave. Notez que nous avions signalé le risque de hausse et nous avions raison. Ce n'est pas toujours le cas, alors je me vante quand je peux. Mais oui, il s'agissait d'une embauche de rattrapage et d'une embauche fondamentale sous-jacente. Je ne dirais pas que je suis surpris par ce chiffre, il est supérieur au consensus, mais j'ai l'impression qu'ils auraient pu faire mieux pour une économie qui se porte bien et qui, d'après tous les témoignages, croît à environ 3% en rythme annuel, comme c'est le cas depuis 2 trimestres consécutifs, et qui semble se diriger vers quelque chose de similaire pour le 4e trimestre, j'aurais pensé que l'on aurait pu créer 150 000 emplois par mois. Dans la mesure où il n'y en a pas eu en octobre, je n'aurais pas été surpris s'il y avait eu 300 000. Il ne s'agit pas d'un chiffre fou, mais il prouve néanmoins que le mois précédent était une anomalie. Il y a toujours eu des embauches, le nombre total d'heures travaillées a augmenté de 0,4%, ce qui là encore n'est pas un choc, mais c'est tout de même un bon taux. Si l'on voulait y trouver une faille, on pourrait dire qu'il s'agit d'une embauche de rattrapage et qu'elle n'est donc pas totalement légitime. L'autre point serait que le taux de chômage a légèrement augmenté, il est passé de 4,1 à 4,2%. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis un certain temps. Le marché du travail se situe entre 4 et 4,5%. Cela ressemble encore à un atterrissage en douceur, dans le sens où nous voyons des taux de chômage qui augmentent puis qui diminuent d'un dixième. Les chiffres de l'embauche sont à peu près conformes à ce que l'on attend ou à ce qui est nécessaire pour suivre le rythme de la population. Pour moi, c'est à peu près ce que l'on souhaite, dans la mesure où nous sommes un peu nerveux pour les 6 prochains mois de ce qu'il y ait trop d'embauches. Bien sûr, l'embauche de travailleurs est une bonne chose et personne ne veut être au chômage, mais avec le stimulus à venir et l'esprit animal qui se réveille aux États-Unis avec une victoire de Trump, tout devrait indiquer une plus grande croissance économique. La préoccupation est de savoir si ce n'est pas un peu trop ou s'il n'y a pas de surchauffe. Ce n'est pas ce qui s'est produit cette fois. Il s'agit d'un atterrissage en douceur classique et nous allons le surveiller. Nous sommes nerveux à l'idée de chiffres faibles, mais aussi de chiffres trop forts, en espérant nous retrouver entre les deux. 100 et quelques milliers d'emplois par mois, c'est un bon chiffre. Mais il s'agit d'une période importante car lorsque la Fed commence à réduire ses taux, elle le fait généralement parce qu'elle s'inquiète de la possibilité d'une certaine faiblesse de l'économie. Je sais qu'il s'agit d'un cycle inhabituel si l'on se réfère à la COVID et aux nombreux événements qui se sont produits, aux dépenses publiques, à l'inflation et à tout le reste. Mais une fois que la Fed commence à réduire ses taux, on s'attendrait à ce qu'il y ait un peu plus d'embauches. Il faut que le marché de l'emploi se renforce. Alors, on veut ni trop chaud, ni trop froid. On souhaite un scénario idéal, en quelque sorte.
Et il semblerait que nous soyons dans cette zone en ce moment, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui, nous sommes tout à fait dans cette fourchette en ce moment. Je me répète, mais je me demande si le taux tendanciel pourrait même être un peu plus élevé dans les mois à venir. Je l'ai mentionné, plus haut que 227 000, plus haut que la moitié de ce que vous attribuez au mois précédent si les choses ont été normales. Cela correspond peut-être à un chiffre inférieur à 100 000 pour un mois donné. Je me demande si ce chiffre ne pourrait pas être un peu plus élevé simplement parce que n'oubliez pas que nous sommes en novembre, c'est le mois des élections. En réalité, ce dont on parle, c'est la période allant de la mi-octobre à la mi-novembre en termes de mois de référence et de moments où l'on enquête réellement auprès des gens et où l'on recueille des informations. Il n'aurait pas été complètement choquant que certaines entreprises s'assoient un peu sur leur laurier et attendent de voir à quoi ressemblera le profil fiscal, les tarifs douaniers et tout le reste au cours des 4 prochaines années. Je ne serais pas surpris que les chiffres s'améliorent un peu dans les mois à venir. En ce qui concerne la réduction des taux, il y a plusieurs façons de procéder. Évidemment, l'essentiel est que les baisses de taux aident l'économie et l'on s'attendrait donc à ce qu'il y ait plus de croissance et non pas moins. Je dirais cependant que le contexte des baisses de taux est souvent le suivant. Il se passe quelque chose de grave et alors on baisse les taux. Il n'est pas rare que les baisses de taux soient associées à de mauvaises données. Je dirais que celle-ci est un peu différente en ce sens que pour moi, les baisses de taux sont une tentative, apparemment réussie, de gérer cet atterrissage en douceur où l'on baisse les taux au moment même où l'économie aurait pu perdre un peu de sa vigueur. Si l'on y parvient et que l'on trouve le juste équilibre, on obtient une économie qui continue à progresser à un rythme similaire. Bon, je viens de démontrer que les baisses de taux peuvent être synonymes de croissance rapide, lente ou de croissance identique. Il faut garder à l'esprit que la politique monétaire est censée servir de lest pour compenser les autres forces qui s'exercent. Sur cette base, il semble que les baisses de taux se traduisent par un maintien de vie de l'économie. Nous verrons s'il y a une décélération, mais pour l'instant, vous l'avez dit, nous sommes au beau milieu et c'est le porridge que nous aimons le manger, pour reprendre l'anecdote des 3 ours. Oui, tout à fait. Je dois faire attention aux ours là où je suis en ce moment. Ce n'est probablement pas votre cas dans le centre de Toronto, mais ici, je dois faire attention lorsque je sors de ma chambre pour me rendre tout à l'heure à l'aéroport dans la journée plus tard. En lisant certains de vos articles, je commence à penser que la Fed, que certains ont beaucoup critiqué d'ailleurs, pourrait bien avoir mis le doigt sur le problème. Elle est peut-être en train de préparer cet atterrissage en douceur que l'on souhaite tous. C'est ce qu'indiquent les marchés, en tout cas depuis plusieurs mois. Et avez-vous le sentiment que les chances d'un atterrissage en douceur augmentent à ce stade-ci? Oui, elles ont augmenté progressivement en 2024. Je crois que le dernier chiffre officiel que nous avons donné était de 75% de chances d'atterrissage en douceur, ce qui est plutôt bon, je dois dire. Dans ma tête, elles augmentent probablement un peu plus. Le scénario d'un non-atterrissage est peut-être aussi en train de se développer un peu, c'est-à-dire celui où l'économie demeure chaude. Faisons attention à ce que nous souhaitons. Mais oui, je pense qu'un atterrissage en douceur reste le plus probable. Quelqu'un m'a demandé à quel moment vais-je affirmer avec certitude que l'atterrissage en douceur a été atteint. C'est un peu délicat dans la mesure où, bien sûr, le risque de récession dans les 12 mois à venir n'est jamais nul. Il y a toujours un roulement, quelque chose de nouveau, et je n'ai pas de bonne réponse à cette question. Je me contente de dire que les choses vont bien pour l'instant, mais qu'il n'y a aucune garantie pour l'avenir. Mais je dirais qu'historiquement, il est très difficile de réussir un atterrissage en douceur compte tenu de l'environnement dans lequel nous sommes. Chaque fois que l'histoire moderne, depuis les années 60 et 70, a connu un pic d'inflation de 5 points de pourcentage ou plus, il y a eu une récession à chaque fois. Cette fois, il semble que cela a été évité. Nous sommes aujourd'hui suffisamment éloignés du choc inflationniste pour que le risque s'amenuise. Vous savez aussi bien que moi qu'historiquement, lorsqu'une banque centrale, la Fed en particulier, s'engage dans un cycle de resserrement, on aboutit à une récession dans 70 ou 80% des cas. Vous pouvez débattre des définitions d'une récession, mais la plupart du temps, les choses se terminent mal. Mais cette fois-ci, je ne dirais pas que nous sommes sortis de la fenêtre du risque de récession,
Mais nous dépassons, comme nous l'avons dit depuis plusieurs semestres, certainement la période de risque maximal. L'économie semble se porter bien. Je dirais qu'il semble vraiment qu'un atterrissage en douceur soit probable. Bon, c'est assez mince comme commentaire, mais il faut garder à l'esprit à quel point c'est inhabituel, compte tenu des circonstances. Je pense que la Fed mérite une certaine reconnaissance et on devrait en parler dans le contexte de ce chiffre sur l'emploi. Éric, comme d'habitude, vous anticipez toutes mes questions, vous y répondez à l'avance, une sorte de télépathie que nous avons créée au fil des ans en faisant ces émissions ensemble. Mais la Fed va se prononcer dans une semaine et demie, je pense. Est-ce que cela change leur décision? Je pense que les marchés s'attendent à une réduction d'un quart de pourcentage, mais peut-être elle peut décider de faire une pause. Ou bien est-elle sur la bonne voie? On maintient le programme, on procède à la réduction de 25 points de base et on verra ce qui se passe ensuite. Si l'on met de côté les données économiques, la leçon à retenir est que si le marché a un pourcentage de chance de 60 ou 70%, il faut suivre. Non seulement parce que d'un point de vue de probabilité, c'est ce qui se produira, mais aussi parce qu'il est extrêmement rare que la Fed ne suive pas les fortes attentes des marchés. La réponse la plus crédible est probablement qu'elle a guidé les marchés là où elle souhaitait qu'ils soient et qu'elle en aurait parlé si elle avait prévu de faire une pause alors que le marché s'attend à une réduction. Il semble qu'une réduction soit assez probable. Bon, je continue de penser que les chances sont un peu plus faibles que ce que le marché estime. Ça reste probablement la meilleure hypothèse ou la seule conclusion utile que je puisse donner, mais les chiffres de l'emploi semblent assez solides et les chiffres de l'inflation ont été plus chauds que ce que les gens voudraient voir. Je viens de lire une citation de Powell de la Fed qui dit que l'économie américaine est en très bonne santé et qu'il n'y a aucune raison pour que cela ne continue pas. Les risques à la baisse semblent être moindres pour le marché du travail. Il a dit cela avant que les chiffres d'aujourd'hui apparaissent, mais je pense que cela reste valable. La croissance est certainement plus forte que nous le pensions. L'inflation augmente légèrement. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous permettre d'être un peu plus prudents alors que nous essayons de trouver la neutralité. Je dis cela, cela me suggère qu'il pourrait faire une pause. Ce n'est pas incompatible. La réduction est la plus probable, mais une pause n'est pas impossible. Peut-être même un peu plus probable que les prix du marché. Je pense cependant que le point le plus important est que l'urgence de réduire les taux a diminué, ce qui est précisément ce que Powell vient de dire. Nous passons à une phase où il n'y aura pas de réduction à chaque réunion. S'ils optent pour décembre, ils ne le feront peut-être pas en janvier. S'ils ne le feront pas en décembre, ils le feront en janvier. Selon nous, ce n'était pas la dernière baisse de taux. Nous en sommes à ce mode. Encore une fois, la Fed a prouvé de manière assez profonde ces derniers mois qu'elle n'agit pas en fonction de l'incertitude politique ou par déférence pour les événements politiques. Elle fait simplement ce qu'elle pense être nécessaire et cela va probablement continuer. Je me suis demandé un instant s'il ne serait pas judicieux de faire une pause maintenant et de réduire le 29 janvier, lorsque Trump entrera en fonction et que la pression sur la Fed sera un peu moins forte. Je ne suis pas sûr qu'il y ait là une petite considération tactique. La bonne réponse est probablement non, mais supposons qu'en décembre, la Fed continue de réduire, elle procède à des coupes graduelles. En fait, nous avons un peu plus de réduction que ce que le marché a prévu pour l'année prochaine. Ce ne sont pas là nos prévisions de croissance. Nos prévisions de croissance sont même légèrement supérieures au consensus. Il ne s'agit pas non plus de la prévision d'inflation. Nous avons ajouté un peu de cela dans le contexte des droits de douane potentiels et d'une croissance plus rapide dans le cadre de ce que nous supposons être certaines des politiques de Trump. Il s'agit plutôt d'une déclaration sur laquelle nous aurions dit qu'un taux neutre des fonds de la Fed aux États-Unis au moment de la pandémie, à la fin des années 2010, était de 2% ou de 2,25%. C'était notre meilleure estimation. J'ai un peu de mal à accepter l'idée que le nouveau taux neutre, 5 ans plus tard, soit 2 fois plus élevé. Il s'agit d'un changement très important dans ce que vous pensez être un taux normal. On peut certainement ajouter les cicatrices de la pandémie. On peut ajouter rétrospectivement que les taux étaient peut-être trop bas dans les années 2010, ainsi qu'une certaine démondialisation des droits de douane et un tas d'autres choses. J'aurais toujours du mal à dire que le taux normal était de 2% alors qu'il est aujourd'hui de 4%. Je continue de penser qu'un taux neutre normal est de l'ordre de 3% et il est donc plus possible qu'il ne parvienne pas immédiatement. Encore une fois, les circonstances ne permettront peut-être pas d'atteindre un taux neutre en 2025. Nous allons voir comment cette nouvelle présidence va se dérouler, quel sera l'ensemble des politiques. Il y en a certaines que l'on pourrait qualifier d'inflationnistes, mais il y en a d'autres qui, si l'on se réfère à son précédent mandat, ne le sont pas. En fait, elles étaient anti-inflationnistes, on pourrait dire. Il y a donc encore beaucoup d'incertitudes sur la table.
Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous abonner à cette émission. Alors, nous y voici. Le département du marketing va être content. Une entrée en matière en douceur, Eric. Vous devez vous abonner. Vous pouvez le faire partout où vous suivez cette balado. Donnez-nous une critique 5 étoiles. Ma mère commence à en avoir assez de le faire à elle seule, alors elle a besoin de soutien. Elle est là tous les jours. Une autre grande fan d'Éric Lasselle. Comment peut-il travailler aussi fort? Je m'inquiète pour lui. C'est le genre de message qu'elle vous a adressé. Des jumeaux identiques, voilà le secret. Ah oui, c'est assez étonnant. La réaction du marché aujourd'hui est un peu neutre. Nous allons surveiller la Fed pour nos auditeurs canadiens. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que nous avons eu une petite hausse surprenante ici au Canada. Oui, en effet, cette mise en garde s'applique aux États-Unis, c'est-à-dire que les chiffres ont tendance à être irréguliers et qu'ils sont entourés d'erreurs assez importantes. Mais c'est particulièrement vrai au Canada, comme on le sait. Vous avez donc 50 000 emplois, c'est 2 fois plus que prévu, c'est presque le quadruple du mois précédent. Ce sont des chiffres enthousiasmants, même s'ils correspondent à la marge d'erreur que nous avons connue. Il n'en reste pas moins que ces chiffres sont encourageants du point de vue de l'embauche. Il s'agit d'embauche à temps plein. On peut dire qu'il s'agit d'emplois de qualité. Je dirais cependant qu'il y a des lacunes dans ce rapport. C'était un rapport bizarre, pour être honnête, et ce n'est pas inhabituel pour les chiffres canadiens. Il ne faut probablement pas trop interpréter les chiffres à moins de regarder les moyennes mobiles sur 6 ou 12 mois. Je pense que l'histoire générale est celle d'un ralentissement de l'embauche dans une certaine mesure. Néanmoins, c'est là que réside l'instabilité de ce mois particulier. Le nombre total d'heures travaillées a légèrement baissé, il y a plus de travailleurs à temps plein et pourtant moins d'heures travaillées. Allez comprendre. C'est toujours un exercice un peu frustrant que d'essayer de construire un récit cohérent avec tout ça. Le taux de chômage a augmenté, le Canada a été secoué par des chiffres d'immigration et une croissance démographique très importante. Nous savons qu'il faut beaucoup d'embauches pour suivre le rythme. La situation devient à nouveau un peu confuse parce que nous pensons que le taux de croissance de la population ralentit et qu'un grand nombre de programmes d'immigration ont ralenti et que les universités ou les collèges communautaires se plaignent que leur bassin de candidats a diminué de moitié dans certains cas. Il me semble que nous devrions constater un certain ralentissement des chiffres de la population, mais malgré les 50 000 nouveaux emplois créés, le nombre de personnes à la recherche d'un emploi a augmenté davantage. Le taux de chômage est passé de 6,5 à 6,8 %. Vous vous souviendrez qu'à la fin de l'année 2022, le taux de chômage au Canada n'était que de 4,8 %. Il s'agit donc d'une augmentation cumulative de 2 points de pourcentage. C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons vu depuis 7 ans, depuis janvier 2017. Ce n'est donc pas parfait sur cette base. C'était un rapport bizarre, je l'ai dit. Sous la surface, vous aviez des secteurs avec des gains géants et d'autres avec des pertes géantes. Pas certain si cela vaut la peine de creuser trop à fond parce que je suis un peu sceptique, mais le commerce de gros a augmenté de 39 000, le secteur de la construction a augmenté de 18 000, ce qui serait prometteur, les professions libérales, scientifiques et techniques ont augmenté de 17 000, l'éducation de 15 000, l'hébergement et la restauration de 15 000. Ce sont des chiffres importants, vous faites le calcul, Dave. Je plaisante, mais c'est un gros chiffre. Mais aussi de gros chiffres négatifs. L'industrie manufacturière a perdu 29 000 emplois, le secteur du transport et de l'entreposage en a perdu 19 000. Un rapport étrange. Presque toutes les embauches ont eu lieu en Alberta et au Québec. C'est un peu aléatoire. Pas l'Ontario ni la Colombie-Britannique. Je ne sais pas trop. Je suppose que le chiffre était plutôt bon. Mais bon, sous la surface, ce ne l'est pas autant. J'ai fait le calcul. Cela donne un gain net de 50 000 personnes. Pas tout à fait, mais ce n'est pas grave. Mais puisque je vous le dis, nous avons donné le chiffre. Quoi qu'il en soit, le Canada, comme vous l'avez mentionné, change de politique en matière d'immigration. Il est clair que l'économie n'est pas aussi forte qu'aux États-Unis. La Banque du Canada doit donc se réunir la semaine prochaine. Il est question d'une réduction de 50 points de base. Nous commençons à entendre des gens qui penchent pour une réduction de 25 points de base. Où pensez-vous que cela place la Banque du Canada? Autre dynamique depuis l'élection de Trump, nous avons vu un raffermissement du dollar américain. Il est en hausse d'environ 5 % par rapport à toutes les autres devises.
et le dollar canadien a baissé de quelques pourcents depuis le jour de l'élection. Il est plus faible et il pourrait encore s'affaiblir. Alors, que fera la Banque du Canada la semaine prochaine, à votre avis? C'est un point délicat. L'aspect de la devise est certes pertinent et bien sûr une monnaie plus faible a toutes sortes d'implications pour l'investisseur qui n'est pas couvert contre le risque de change ou pour les vacanciers, par exemple. Mais je dirais qu'une baisse de quelques points de pourcentage ne change pas radicalement les perspectives d'inflation ou de croissance d'une manière qui obligerait la Banque du Canada à mettre en place des réductions de taux, non plus qu'à les doubler. Je n'ai pas l'impression que cela soit suffisant pour forcer un mouvement important, mais à la marge, cela implique que vous fassiez un peu moins de réduction de taux parce que vous avez eu un peu plus d'aide équivalente de la part de la monnaie. Ainsi, votre compétitivité est un peu plus élevée, vous êtes en mesure d'importer un peu plus d'inflation. Évidemment, l'idée de droits de douane plus importants que ceux dont tout le monde avait parlé pendant la campagne électorale a laissé tout le monde un peu perplexe, représente une menace réelle. Nous pensons qu'ils seront négociés dans le cadre des contrôles aux frontières, mais le risque n'est pas nul. En fait, le Canada se trouve actuellement dans une situation complexe. Sur le plan économique, le PIB a été faible au troisième trimestre, avec une croissance annualisée de 1%, c'est pas terrible. Les États-Unis ont enregistré une croissance de 3%, ce qui est un grand pas en avant. Par ailleurs, nous avons vu certaines enquêtes prospectives sur les entreprises s'améliorer un peu, comme la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, comme la NFIB aux États-Unis, dont les prévisions viennent d'atteindre leur niveau le plus élevé depuis la mi-2022. L'enquête au Canada est de moins en moins pessimiste depuis quelques trimestres. L'économie est faible et les gens se sentent un peu mieux, ce qui est peut-être logique compte tenu des baisses de taux. Mais il y a aussi les menaces de tarifs douaniers et la question de l'immigration concernant des résidents sans papier aux États-Unis. Quant à la productivité, nous comptons sur sa relance pour maintenir l'équilibre. On peut toujours s'attendre à ce qu'elle reprenne, mais c'est un peu un vœu pieux, si je puis dire. Il n'y a aucune garantie que cela se produise. Il y a beaucoup de pièces en mouvement au Canada, l'incertitude quant à l'économie à court terme est énorme, le marché a prévu une ou deux réductions pour le 11 décembre, c'est le débat. Aux États-Unis, il y aurait une baisse ou pas de baisse du tout, et au Canada, il y en aurait une ou deux. Le marché penche pour deux. Bon, à moins que vous ne vouliez vous rendre intéressant, vous ne devriez probablement pas vous battre contre le marché qui a évalué à 77% les chances d'une réduction de 50 points de base, sans parler de deux réductions. Mais je dirais que comme pour les États-Unis, j'ai un peu de sympathie pour une réduction un peu moins importante, dans le sens où si le Canada procède à des réductions de 50 points de base, que se passera-t-il si 6 ou 7 jours plus tard, les États-Unis ne procèdent pas à une réduction et qu'il y a soudain un grand écart? Si c'était moi qui dirigeais la Banque centrale, je ferais peut-être une réduction de 25 points de base. Nous continuons à réduire, nous continuons à bouger, nous avons parcouru un long chemin, nous sommes maintenant descendus à 3% moyen, ce qui est une distance assez importante. Nous pouvons toujours faire plus tard. C'est donc ce qui me paraîtrait un peu logique. Mais encore une fois, je répugne à jouer les héros et à me battre trop durement contre un marché qui a intégré dans ses prix un grand nombre de réductions. Et ces chiffres de l'emploi sont sujets à l'interprétation. Mais je ne dirais pas que ces chiffres de l'embauche et du taux de chômage nous renseignent vraiment sur la bonne décision à suivre. Vous soulevez une dynamique intéressante. La Banque du Canada a une semaine d'avance sur la Fed et sur le flux des données en provenance des États-Unis, et nous sommes tous dépendants des données. Ma vie est basée sur les données, et je pense que c'est votre cas aussi, si je ne m'abuse. Les données américaines ouvrent la porte, comme nous l'avons souvent dit, à la possibilité que la Fed ne baisse pas les taux. Votre commentaire me suggère que la Banque du Canada doit être en train de se demander ce qu'elle fera. Aller jusqu'à 50, c'est ce qu'attend le marché, mais il est peut-être plus judicieux d'opter pour 25 et de modifier le communiqué qu'on donnera. Mais c'est une question vraiment intéressante en raison de la synchronisation des deux et des flux de données relatifs dans les deux pays. Et la liquidité du marché s'en trouve un peu allégée. Il y a toutes sortes d'autres petits apartés. C'est drôle, vous parlez, et je suis de plus en plus favorable à 25 si l'on récupère un peu sur la faiblesse de la monnaie. On verra bien. Nous l'avons déjà dit, aucun modèle ne dit qu'un taux directeur de 3,5% au lieu de 3,75 ou de 3,25 au lieu de 3,5 est une aberration.
Pour ces décisions à la pièce, tous les paris se valent. Ainsi, pour essayer d'avoir une idée de ce que fera réellement la Banque du Canada, aucune des deux décisions n'est excellente ou horrible, elles sont similaires dans l'ensemble. Il est donc difficile de se prononcer sur cette base. J'ai l'impression que le chiffre de 25 est plus logique, mais ce n'est pas ce que pense le marché. Je sais que vous êtes allé à Minneapolis hier. Est-ce que vous avez remarqué une différence à la frontière? C'est une bonne question. Je dirais que oui, j'ai perçu un certain sentiment d'optimisme. J'étais dans une salle remplie d'hommes d'affaires et de financiers qui se concentrent plutôt sur la croissance économique. Je suis sûr qu'il me manque quelques perspectives à cet égard. Mais oui, je dirais qu'il y avait un sentiment d'optimisme qui se reflète sur le marché boursier et ailleurs. Dave, j'ai un exemple bien concret à vous donner. J'ai pris un Uber et il se trouve que je roulais avec un résident sans papier. Alors je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Il m'a répondu qu'il allait rester s'il pouvait et que sinon, eh bien, il allait rentrer chez lui. Il y aurait autant de points de vue que de gens à qui on s'adresse. Mais dans l'ensemble, oui, il y a de l'optimisme. J'étais à Minneapolis, j'ai pu visiter le musée des Vikings du Minnesota. Il y avait un événement après la conférence, c'était très bien. Il paraît qu'ils ont une bonne équipe cette année. C'est tout à fait vrai. J'espère que leur quart arrière sera à la hauteur toute la semaine. Je garde mes propres statistiques, mais ça c'est un autre sujet. Vous êtes allé prendre un McRib, Eric? Non, je l'avoue, j'aurais dû. Le McRib est de retour, c'est un événement pour moi. Dès que je raccroche, je prends l'avion, Kelowna, puis Vancouver, puis Chicago, puis Indianapolis. Beaucoup de McRib ce week-end. Je suis très excité par ça et par le football. Vous avez donné une réponse beaucoup plus intéressante que celle que je cherchais, mais je me demandais juste, en me basant sur les discussions autour de la sécurité, si vous aviez remarqué quelque chose à la frontière, ou s'ils avaient simplement dit « Ah, c'est Éric Lasselle, alors on le laisse passer tout simplement. » Non, pas tout à fait. Mais rien à signaler. Je profite du service Nexus pour les Canadiens qui savent ce que c'est, alors la traversée s'est faite en douceur. Donc non, rien de notable à signaler. Je n'ai pas vu de drone voler au-dessus de ma tête, pas plus qu'il n'y en a d'habitude à l'intérieur d'un aéroport. Mais on peut s'attendre à un renforcement de la sécurité aux frontières. Il y a toutes sortes de choses fascinantes si vous lisez les nouvelles, du moins les nouvelles canadiennes. De nombreux rapports vraiment fascinants ont été publiés récemment pour tenter de quantifier certains des flux transfrontaliers sans papier qui existent. Il existe des échappatoires au Canada. La règle veut qu'on ne puisse pas demander le statut de réfugié si l'on a déjà séjourné aux États-Unis. L'une des principales lacunes a été comblée en 2023, mais il y a une autre faille. Si vous vous faufilez et que vous n'êtes pas retrouvé pendant 2 semaines, vous pouvez toujours demander le statut de réfugié, qui semble être une faille assez importante, une échappatoire qui semble marcher. J'ai vu dans le journal d'aujourd'hui des estimations sur le coût des opérations qui aident les gens à passer la frontière. Le coût se situe entre 6 et 40 000 $. Quoi qu'il en soit, toutes sortes d'informations sont en train d'être révélées. Nous allons en apprendre beaucoup plus à ce sujet. Je suppose que la frontière va devenir beaucoup plus stricte, même si elle est tellement longue qu'on peut se demander comment. Eh bien, toute cette discussion nous amène à 2025, qui sera une année très intéressante. Nous allons la suivre de près avec Éric Lasselle, bien entendu, l'économiste canadien qui travaille le plus fort. Éric, passez un bon week-end de travail et nous vous retrouverons dans les prochaines semaines. Merci Dave. Au revoir à tous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.